Eh, tu sais quoi? Faut que je change mes pneus. Ouais, mais ça arrive à tout le monde, ça. Ouais, je sais bien, mais là, 300 balles les deux pneus, c'est abusé. Tout ça juste pour du caoutchouc. Déjà, le caoutchouc, c'est super important. Si t'avais eu ça, t'aurais pas eu ça. C'est pas faux. Et en plus, un pneu, c'est beaucoup plus complexe qu'un simple bout de caoutchouc. Je vais t'expliquer. D'accord. Un avion vole avec ses ailes, et bien une moto roule avec ses pneus. C'est évident, mais c'est super important. Parce que les pneus, c'est la seule interface entre la moto et la route. Bon, ok, ça a l'air super important. Mais finalement, ça reste que du caoutchouc. Pas du tout. Ce que t'appelles du caoutchouc, c'est en fait un mélange de gomme hyper complexe. Et puis c'est que la partie visible. Parce que t'as aussi une structure qui peut contenir de l'acier, des fibres textiles synthétiques, du Kevlar, de la fibre de verre, plein de choses. Ah ouais, tout ça quand même? Bah ouais, et même un truc en plus. Bah, quoi d'autre? Bah de l'air. Ah ouais. Et ouais, c'est même l'air qui donne son nom aux pneumatiques. Bon, ok, un pneu, ça a l'air un peu plus compliqué que ce que je pensais. Mais au final, il a juste à tenir la route et voilà. C'est vrai. Mais tenir la route, pour une moto moderne, comme sur une sportive, ça veut dire supporter un poids de plus de 250 kg jusqu'à 300 km/h, transmettre les 200 chevaux du moteur pour passer de 0 à 100 en 3 secondes, et encaisser la puissance des freins qui peuvent vous stopper depuis 100 km/h en seulement 42 mètres. Tout cela en ayant un comportement naturel et en autorisant des prises d'angle jusqu'à 50 degrés, tout en pouvant rouler sous la pluie et en ayant une durée de vie suffisante. Bon bref, t'as compris, le pneu il doit faire plein de trucs pour la moto. Accélérer, freiner, prendre de l'angle, et tout ça dans les conditions du quotidien. Ouais, j'ai compris, je suis pas con. Mais il y a quoi d'extraordinaire là-dedans? Et bah ça veut dire que le pneu, il doit arriver à combiner des qualités contradictoires. Pour avoir le maximum de grip, un pneu doit avoir à la fois la plus grande surface de contact avec la route et une gomme très tendre qui copie toutes les aspérités du bitume. Mais il y a des limites. Parce que pour avoir une grande surface de contact, on peut avoir un pneu qui se déforme trop, un pneu instable. D'autre part, une gomme très tendre risque de s'user beaucoup trop vite pour un usage routier. Et ça n'est qu'un exemple des compromis à faire. Il faut aussi trouver un compromis entre le grip sur le sec et le mouillé. Ça concerne le choix des gommes et le dessin des sculptures. Et d'ailleurs, en parlant de sculpture, c'est vrai que les pneus slick en compétition, ils sont tout lisses, pourquoi? C'est justement parce qu'ils n'ont pas de compromis à faire. Sur le sec, des sculptures, c'est autant de matière qui n'est pas en contact avec le sol. Et c'est du gâchis, quoi. A l'inverse, t'as déjà touché un pneu pluie de compétition? Et ouais, une fois, et c'est vachement mou. Là encore, c'est parce qu'ils n'ont pas de compromis à faire. Le pneu pluie utilise donc des gommes ultra tendres qui fonctionnent très bien sur le mouillé avec des températures plus froides. Et les pneus pluie sont sculptés dans tous les sens pour évacuer le plus d'eau possible. Mais si tu utilises un pneu pluie sur le sec, la moto perd en précision et en stabilité. Et le pneu va se détruire en quelques tours. Et c'est pas tout, le pneu il doit aussi être suffisamment rigide pour supporter le poids du pilote, du passager et éventuellement des bagages. Tout ça sans être trop rigide non plus pour conserver un certain amortissement et donc du confort. Ok. Ah ouais, donc pour faire un pneu, c'est une vraie galère en fait. Et ouais, une galère qui prend des années de développement. Entre la définition des objectifs, la conception d'un prototype, la fabrication du prototype, les simulations numériques, et tous les tests à réaliser pour vérifier qu'il fait bien le job. Ouais, j'imagine. Mais concrètement, je sais toujours pas comment on fabrique un pneu. Bah on y vient. Extérieurement, on ne voit que de la gomme noire. Mais le pneu possède une véritable structure qu'on appelle souvent la carcasse. Cette carcasse est ce qui donne la forme au pneu, mais aussi sa rigidité et sa flexibilité dans plusieurs directions. La carcasse correspond à un assemblage de plusieurs pièces, fait dans différents matériaux. Bon, on commence avec les tringles situés des deux côtés du pneu. Je connais bien les tringles, c'est comme dans les rideaux là, c'est... Faut tirer les rideaux quoi. Pas tout à fait. Mais attends, je vais te montrer. Et voilà. Donc regarde, les tringles, en fait, ça correspond à ce câble métallique au bord du pneu. Et en fait, c'est ce qui assure le contact avec la jante. Ça permet de rendre le pneu étanche et ça participe aussi à sa rigidité. C'est du fil de fer en fait. Ouais, mais il faut quand même choisir le bon nombre de filins qui composent le câble et aussi leur tension. Et puis regarde, juste au-dessus de la tringle, t'as aussi un petit bout de gomme, on appelle ça l'apex, et ça sert à rigidifier le flanc du pneu. On arrive ensuite aux plis de la carcasse. Ils correspondent à des nappes de fibres textiles synthétiques empilées les unes sur les autres. Chaque nappe peut utiliser un matériau différent, mais aussi une tension et une orientation différentes. En combinant plusieurs plis, on peut obtenir des rigidités différentes selon les directions. Et ça correspond à quoi ces différentes directions? Bah, je vais te montrer, on a un pneu justement. Déjà, t'as la flexion du pneu, c'est la force verticale. T'as aussi la torsion du pneu, quand tu braques avec le guidon. Ouais. En courbe, t'as une rigidité latérale du pneu. Et puis t'as aussi la rigidité longitudinale quand t'accélères, ou dans l'autre sens quand tu freines. D'accord. Et tu peux travailler sur tous ces points séparément, c'est ça? Bah, c'est pas évident, mais avec une carcasse radiale, on peut y arriver, ouais. Quoi? C'est la carcasse radiale que tu comprends pas? Bah, une carcasse radiale, en fait, c'est une carcasse où tu as une seule nappe de fibres qui va traverser le pneu d'un bout à l'autre. Et généralement, les fibres sont orientées radialement, dans cette direction. C'est pour ça qu'on appelle ça une carcasse radiale.
Et tu peux aussi avoir d'autres nappes de fibres, mais uniquement au niveau de la bande de roulement. L'avantage d'une carcasse radiale est donc de pouvoir obtenir des rigidités différentes selon la direction. Par exemple, le pneu peut être assez souple au niveau des flancs, mais plus rigide au niveau de la bande de roulement. Ce n'était pas le cas des anciennes carcasses diagonales dont toutes les nappes enveloppaient le pneu d'un flanc à l'autre. Entre la carcasse et la gomme, on trouve aussi une ceinture métallique, souvent faite en acier, mais parfois en fibre aramide, enroulée autour du pneu. Ça sert à limiter l'expansion dynamique du pneu, c'est-à-dire pour combattre la force centrifuge qui fait tourner le pneu à grande vitesse. Et puis regarde à l'intérieur du pneu, tu as une couche de caoutchouc en fait qui sert à faire l'étanchéité aussi. Mais avec toute la couche de gomme qui est à l'extérieur, ça suffit pas à rendre le pneu étanche. Eh ben non, parce qu'en fait la gomme elle est poreuse, et donc il y a besoin de cette couche interne pour que le pneu soit bien étanche. Et même avec ça, le pneu perdra toujours de la pression. Il existe toujours une certaine porosité et certaines fuites au niveau de l'interface avec la jante et la valve. La solution, on la connaît. Contrôler la pression de ces pneus régulièrement. Alors, ce que je comprends bien avec tout ce que tu m'as expliqué, en gros, le moins important dans un pneu, c'est la gomme. Ah non, pas du tout. Je t'ai dit que le pneu, c'est pas que de la gomme, mais la gomme, c'est évidemment le plus important. Parce que c'est ça qui t'apporte le grip, l'adhérence, et c'est ce qui fait que tu te casses pas la gueule. Enfin bon, pas tout le temps dans ton cas. La gomme d'un pneu, c'est une recette de cuisine hyper complexe qui mélange plein d'ingrédients. Bien sûr, on trouve en premier du caoutchouc. Mais c'est en réalité un mélange de plusieurs polymères synthétiques qui constituent ce qu'on appelle le caoutchouc. Il y a ensuite des charges de renforcement comme le noir de carbone ou la silice qui permettent d'améliorer certaines qualités du pneu. Et on trouve aussi des plastifiants pour rendre le mélange plus homogène, comme un œuf pour lier tout ça. Sans oublier les agents de cuisson comme le soufre qui rend possible la vulcanisation. Et c'est quoi ce truc, la vulcanisation, là? C'est un rapport avec Spock? Non, pas du tout. En fait, c'est la dernière étape de fabrication d'un pneu. Ça correspond à la cuisson du gâteau. La gomme, ça se comporte un peu comme de la pâte à modeler. C'est vachement pâteux, et puis ça n'a aucune élasticité, ça sert à rien sur un pneu. Après la vulcanisation, il y a des ponts qui sont créés entre les molécules de polymères, et ça rend la gomme élastique et résistante. C'est aussi au moment de la vulcanisation que sont imprimées les sculptures sur la bande de roulement et les informations sur les flancs du pneu. Ah, et j'ai une petite question, mais bon, elle est peut-être un peu con. Hein. Pourquoi est-ce qu'un pneu, c'est noir? Non, mais c'est pas si con que ça. Le noir, ça vient du noir de carbone. C'est utilisé comme charge de renforcement pour le pneu. Ça sert à renforcer la résistance à l'abrasion du pneu, et aussi ça lui permet de lutter contre les UV. C'est une poudre en fait, noire, qui teinte très facilement tous les pneus, et donc ça donne des pneus toujours noirs. Ça fort ton truc, parce que là j'ai une idée de génie, je sens. Comme toutes les gommes peuvent se mélanger et être différentes, pourquoi est-ce qu'on fait pas une partie là, solide, donc qui serait résistante, et une partie sur le côté plus tendre, pour avoir du grip? C'est intelligent, non? Ouais, c'est intelligent, mais ça existe déjà depuis 33 ans en fait. Ah bon? Eh ouais. C'est Bridgestone qui a produit le premier pneu moto bigomme en 1985. Depuis, presque tout le monde s'y est mis, et il existe même des pneus avec 3 gommes différentes sur la bande de roulement. Ah ok. Donc à 33 ans près, je suis un génie. Ouais, c'est ta façon de voir, ou alors t'es un mec super mal informé. Et sinon, un dernier truc, là, c'est froid, mais pourquoi est-ce qu'on dit qu'il faut faire chauffer un pneu pour qu'il ait de l'adhérence? C'est parce que toutes les gommes ont une plage de température de fonctionnement différente. Et quel que soit le pneu, il faut toujours un minimum de chaleur pour que le niveau de grip soit suffisant. Mais ça dépend des gommes. Un pneu destiné à la route qui cible un usage l'hiver va utiliser des gommes dont la plage optimale de température est basse, avec une carcasse qui favorise une montée en température rapide. Mais si on brusque ses pneus sur circuit un jour de canicule, on va très vite dépasser sa plage de fonctionnement et le grip va s'effondrer. A l'inverse, un pneu de piste va devoir être beaucoup chauffé pour donner le maximum de son grip, c'est-à-dire avoir une température élevée. Mais si on n'y arrive pas, par exemple sur la route, le grip va pas être suffisant et le pneu peut devenir carrément dangereux. Tout simplement parce qu'on roule pas assez vite en fait. D'accord, donc en fait, il faut vraiment prendre un pneu adapté à sa moto et à sa façon de conduire. Quoi. Bah exactement, t'as tout pigé. Mais bon, faut savoir aussi que le pneu, c'est pas qu'une question de grip, il y a aussi un profil qui donne un comportement plus ou moins différent. Et là, c'est à toi de choisir aussi. Bon, maintenant je t'ai tout dit, j'espère que t'as capté pourquoi ça coûte aussi cher un pneu. Bah ouais, j'ai bien compris que c'était complexe et que du coup ça coûtait cher. D'ailleurs là, si t'as pas 300 balles à me dépanner, ça m'arrangerait parce qu'entre les couches, la poussette et tout, là je suis à plat. Ouais, t'es gonflé surtout.